Nous passons maintenant aux implications dans l'habitat avec la NFC 1500-10 et présentée par Bruno Gendron. Merci Stéphane, je reprends à nouveau la parole effectivement pour vous parler donc des impacts de la révision d'ensemble de la série NFC 1500 sur les installations électriques des bâtiments d'habitation. Donc, comme vous le savez, donc là, les bâtiments d'habitation faisaient l'objet jusqu'à maintenant du titre 10 de la NFC 1500, devenu désormais donc la NFC 1500-10, comme je l'ai introduit tout à l'heure. Dans sa structure, cette NFC 1500-10 est inchangé. On retrouve d'une part une partie 10.1 qui traite des logements et des parties privatives en général, et une partie 10.2 qui, elle, traite des parties communes et des services généraux des bâtiments collectifs d'habitation. On pourrait conclure un peu hâtivement qu'étant donné qu'il y a très peu d'évolution dans cette norme NFC 1500-10, la révision de la NFC 1500 n'impacte pas les bâtiments d'habitation. Il n'en est rien, car cette NFC 1500-10 doit être lue conjointement avec les autres normes de la série, telles que je l'ai évoqué en introduction. Et ainsi, il est donc nécessaire de tenir compte pour les bâtiments d'habitation des évolutions introduites non seulement par la NFC 1500-1, mais aussi par la série des normes NFC 1500-7 lorsque tel ou tel type d'installation particulière est présente dans le bâtiment d'habitation ou le logement. Typiquement, présence d'un local contenant une baignoire ou une douche, présence d'une piscine, présence d'une IRVE, voire d'une installation photovoltaïque. Commençons par les évolutions de la NFC 1500-10-1 elle-même. Volontairement, je ne reparle pas de la protection contre les surtensions d'origine atmosphérique qui nous ont été présentées précédemment par Aurore. Un point important pour la protection des personnes, euh, déjà évoqué par Laurent Johnson de façon générale, je l'ai déjà évoqué pour les IRVE tout à l'heure. Euh, je reparle à présent des protections différentielles pour le logement spécifiquement, cette fois-ci en termes de calibre et de type de DDR. Comme la majorité d'entre vous le savent, en logement, nous avons deux méthodes pour choisir, déterminer le calibre d'un DDR, soit la méthode dite aval ou la méthode dite amont. La méthode amont, avec le développement des installations de production en autoconsommation, cette méthode amont bien, nécessite désormais de prendre en compte la présence éventuelle, lorsque c'est le cas bien évidemment, d'un générateur. Par exemple, une installation photovoltaïque, mais plus généralement tout générateur électrique. Et donc, en vertu de la loi des nœuds, eh bien, les courants soutirés du réseau d'une part et le courant généré d'autre part s'additionnent. Et donc, pour être certain que un interrupteur différentiel ne risque pas d'être en situation de surcharge, il faut prendre en compte la somme de ces deux courants, ce qui se traduit par l'inéquation IN-DDR supérieur ou égal à IN de la GCP plus IG. La méthode aval, elle, qui est basée sur la nature et les calibres des différents circuits en aval, reste quant à elle inchangée. Toujours sur le type de DDR, jusqu'à maintenant, le titre 10 spécifiait pour les IRVE le type de DDR à mettre en œuvre. Désormais, à ce sujet-là, il est fait un renvoi explicite à la nouvelle norme NFC 1507-722 dont je vous ai parlé tout à l'heure pour spécifier le type A, F ou B du DDR 30 mA à mettre en œuvre pour protéger un circuit de recharge d'un véhicule électrique. Un point important, mais qui nécessite d'être souligné, s'agissant de la protection contre contre les surintensités, pardon, et je pense que ça rassurera beaucoup de personnes présentes. Il n'y a pas de changement concernant le tableau 10.1F qui détermine l'adéquation entre le courant assigné maximal des dispositifs de protection
contre les surintensités avec la section minimale des conducteurs immédiatement raccordés en aval. Si on élargit un petit peu notre champ de vision, sortons à présent de la NFC 1500-10 et regardons dans la NFC 1500-1 quelles sont les évolutions qui impactent les bâtiments d'habitation. La liste qui est à l'écran n'a aucunement la prétention d'être exhaustive, simplement pour vous donner un aperçu pour vous convaincre que les évolutions des règles générales impactent les bâtiments d'habitation. Partons du domaine d'application qui, lui, a été précisé, notamment pour ajouter au niveau de la limite aval des installations, la NFC 1500-1 donc s'arrête non seulement au socle de prise de courant et aux matériels d'utilisation, mais aussi désormais ce qu'on appelle les modules d'alimentation et de recharge. Donc ce sont les prises USB. Et la NFC 1500 va également jusqu'aux prises mobiles qui se trouvent à Ah ben moi, je vais l'extrémité. entendre Pascal Lamot, hein. Non. Ah, excusez-moi, Bon, je je prends. reprends la parole. Donc la NFC 1500-1 Ah ben là, s'étend il jusqu'aux parle prises de mobiles. l'habitation, il parle de l'Euroclave. Excusez-moi, s'étend jusqu'aux prises mobiles se trouvent en extrémité d'une canalisation raccordée à demeure à l'installation. Nous avons également dans la NFC 1500-1, dans le titre 2, formalisé la définition d'un receveur de douche, donc importante pour déterminer si, dans un local avec baignoire ou douche, on applique les règles des douches avec receveur ou les règles des douches sans receveur. Au plan de la sécurité électrique, les éléments conducteurs qui doivent être accordés à la LEP ont été précisés. Ça impacte toutes les LEP réalisées dans tous les bâtiments, quelle que soit leur destination, mais donc en particulier les bâtiments d'habitation. Une précision a été apportée pour une exigence supplémentaire par rapport à l'aptitude au sectionnement des dispositifs de protection par coupure automatique d'alimentation contre les chocs électriques. Donc, c'est déjà le cas aujourd'hui pour tous les disjoncteurs de type domestique qui sont par construction aptes au sectionnement, mais jusqu'à aujourd'hui, ce n'était pas nécessairement le cas pour les disjoncteurs de type industriel, qui sont néanmoins autorisés en partie commune. En lien étroit avec ce que nous a présenté Francis Rouet, donc les conducteurs et câbles non propagateurs de la flamme, donc les désormais euroclassés FCA, ex-C3 sont désormais explicitement interdits dans les bâtiments. Et tel que Francis nous l'a présenté, donc il y a désormais des niveaux d'Euroclasse de réaction au feu recommandés pour les locaux à risque d'incendie, les locaux BE2. Or, en bâtiment collectif d'habitation, des exemples typiques de locaux classés BE2 sont les locaux de collecte des ordures ou encore les emplacements de stationnement des parkings souterrains. Et puis, pour les parties communes, j'ai indiqué tout à l'heure que pour les parties privatives, l'adéquation, protection, section forfaitaire était conservée. Donc, il n'était pas nécessaire de faire des calculs pour le dimensionnement des circuits. Il en va tout autrement pour les parties communes, où là, ce sont les règles générales qui s'appliquent. Et donc, un dimensionnement des canalisations doit être réalisé en fonction des modes de pose et des éventuels facteurs de groupement qui s'appliquent. Ces règles de calcul ont été révisées dans la nouvelle partie 552 et donc nécessitent d'être prises en compte pour le dimensionnement de ces installations. Suivant. Un appareillage terminal particulier sur lequel j'attire à présent votre attention, qui sont les modules d'alimentation et de recharge, plus communément appelés les prises USB. Bien évidemment, de telles prises USB existent déjà aujourd'hui sur le marché, mais leurs règles de mise en œuvre n'étaient pas explicitées dans la NFC 1500 de 2002. Donc, elles font leur apparition, ces règles, dans la NFC 1500-1. Un point de sécurité important, c'est que ces prises USB se doivent de délivrer de la très basse tension de sécurité. Elles ont bien évidemment comme rôle l'alimentation de smartphones, de portables, de tablettes.
Et donc, les règles en termes de choix de produits et de mise en œuvre sont désormais explicitées à l'article 555.2. Vous avez à l'écran les normes produits applicables selon que le prise USB est jumelé à un socle de prise de courant ou bien fait l'objet d'un socle spécifique. En termes de hauteur d'installation, bien, ce sont les mêmes règles que les règles applicables pour les socles de prise de courant. Un point important, c'est que la mise en œuvre de telles prises USB ne fait pas nécessairement l'objet d'un circuit spécialisé. C'est tout à fait possible, mais ce n'est pas une exigence. Donc, en d'autres termes, ils peuvent être jumelés au sein d'un circuit prise de courant. Mais en revanche, si tel est le cas, bien évidemment, le nombre éventuel de prises USB n'est pas pris en compte dans le décompte éventuel de socles de prise de courant lorsqu'un quantitatif minimal est requis. En termes de mise en œuvre, dernier point, c'est que le circuit d'alimentation de ces prises USB doit comporter un conducteur de protection. C'est également une règle générale qui n'a pas changé. Mais ce conducteur de protection relié à la Terre ne nécessite pas d'être accordé à la prise USB, sauf bien évidemment indication contraire de son fabricant. Autre famille d'évolution impactant potentiellement les locaux d'habitation, les règles relatives aux piscines. L'ex partie 702 de la NFC 1500 a été révisée pour devenir donc la norme NFC 1500-7702. Parmi les évolutions méritant d'être signalées, là encore, sans aucunement prétendre à être exhaustif, pour mémoire, outre les bassins proprement dit des piscines, tout ce qui est pédiluve, bac tampon sont également considérés comme des bassins de piscine et donc font l'objet de définitions de volume de sécurité. Sont désormais également concernés par ces règles bien d'éventuelle présence de lacs ou de zones côtières, bien évidemment lorsqu'il est prévu que des personnes s'y baignent. Autre point cher aux spécialistes des piscines concerne les systèmes d'évacuation des charges d'origine électrostatique, qui sont là je dirais, qui sont intimement liés au bon fonctionnement de la piscine elle-même pour éviter tout phénomène de corrosion électrolytique ou de perturbation des capteurs qui surveillent notamment le pH de l'eau de la piscine. Donc les règles pour une bonne mise en œuvre de ce CECOE ont été explicitées. Les éléments conducteurs devant être reliés à l'LES ou pas ont été listés et précisés, ce qui permet là encore de faciliter à la fois le travail et de l'intégrateur installateur électricien et du vérificateur in fine. Et enfin, une nouveauté en lien là encore avec les évolutions technologiques du marché. On a parlé de photovoltaïque, on a un petit peu parlé d'autoconsommation. Eh bien, on trouve dans le domaine des piscines souvent des produits qui peuvent intégrer une petite source autonome constituée typiquement de petits modules PV associés à une batterie tampon. Eh bien, on a donc la nouvelle norme autorise la présence de telles sources autonomes sous certaines conditions, bien évidemment, en volume 0 et 1, et également en volume 2. Et je vous laisse découvrir ces conditions techniques qui sont détaillées dans la nouvelle norme. Suivant. Parfait. Sur le thème du photovoltaïque, quelques nouveautés. Alors, on pourrait conclure que, étant donné que les référentiels en vigueur pour les installations photovoltaïques, à savoir les guides de la famille 15712 et la XPC 1512-3, étant donné que ces trois documents n'ont pas été inclus dans la révision, eh bien, une conclusion rapide pourrait être de dire la révision n'impacte aucunement les installations photovoltaïques. Eh bien, il n'en est rien, puisqu'on a, ne serait-ce que dans le titre 2, ont été ajoutées la définition d'un conjoncteur de neutre,
conjoncteur de neutre, c'est ce qui est mis en œuvre typiquement pour une installation photovoltaïque qui bascule d'un mode raccordé réseau ou un mode autonome. On a introduit dans le tableau de référencement des câbles 2 câbles typiquement utilisés dans les installations photovoltaïques, le PV1000F, bien connu maintenant depuis plusieurs années, et également le H1Z2Z2K, qui a l'avantage de présenter une équivalence à la classe 2 jusqu'à 1500 volts en courant continu, qui est la limite haute de la basse tension. Et puis un dernier point sur lequel Consuel est très vigilant, c'est que la nouvelle norme parle désormais de RCM pour Residual Current Monitoring Unit. Les onduleurs photovoltaïques intègrent fréquemment ce type d'appareillage. Or, dans les règles générales, il est désormais écrit que les RCM n'assurent pas la protection contre les chocs électriques. Donc, en l'état actuel des référentiels, un éventuel RCM qui serait intégré à un onduleur photovoltaïque ne peut pas être pris en compte pour la protection des personnes vis-à-vis des chocs électriques. Merci de votre attention. Une présentation partagée.